Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci déjà à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui nous suivent également depuis Facebook. Bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes ici au Regain Talk. Qu'est-ce que le Regain Talk? Le Regain Talk est une émission que j'ai mise sur pied afin de permettre à toute personne qui a connu une difficulté ou un quelconque obstacle dans sa vie ou dans son activité, à venir ici s'exprimer afin de partager cette riche expérience avec nous. Et le plus important est que nous profiterons des stratégies et des astuces que cette personne-là a pu mettre sur pied afin de se relever et rebondir. Et qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roberto Wamba, affectueusement appelée Roby. Et ce soir, au Regain Talk, nous avons un invité de qualité. Il s'appelle Georges Brice Nono et il va nous parler d'une expérience qu'il a eu à vivre. J'avoue que le thème d'aujourd'hui est assez particulier vu les nombreux retours que j'ai eus. Alors ce soir, il va parler de son expérience une fois arrivé ici en Europe. Il est passé par la dépression, il a même été victime des attaques mystiques. Il nous en dira durant ces 1h30 de live. Oui, parce que le live, l'émission fera 1h30 et après, on se dira vraiment à bientôt pour une autre émission. Donc, je vais laisser le soin déjà à notre invité de se présenter. Voilà. Brice, tu as la parole, active ton micro et puis tu te présentes à tous les internautes. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, tu veux dire. Bonsoir, bonsoir. Je suis toujours en journée. Avant de commencer de parler de moi, j'aimerais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ma langue maternelle qui est Peso Popon, Gatchasso, qui veut dire soyez les bienvenus. Et après, je continuerai en disant que je remercie beaucoup ma famille, mes sœurs Linda, Babine et Julienne, mes parents, et tous ceux que je connais, quoi. Tous ceux qui sont de près comme de loin, à l'association, là où je fais du bénévolat. J'aimerais dire bonjour au service civique, bonsoir au service civique et aux bénévoles comme moi. Et à tout le monde ici au niveau de Paris, à l'avenue des Gobelins, à la rue, à la rue, j'ai oublié le nom de la rue, mais c'est pas grave. Alors, je me présente, je m'appelle Georges Brice Nono Feto et je suis en fait écrivain. Je suis originaire du Cameroun et aujourd'hui, je viens vous parler de ce livre que j'ai écrit. En passant, j'aimerais aussi dire bonjour à la maison d'édition qui est la édition Véron. J'aimerais beaucoup les saluer pour tout le travail qui a été accompli. Ils ont pu réaliser ce rêve, ils ont pu matérialiser mon rêve, quoi. Et ça, c'est très, très important pour moi. Donc, c'est ce que je suis. Voilà, juste une toute petite précision. Il n'est pas forcément question de parler uniquement du livre, mais du thème qui est vraiment à l'ordre du jour, c'est-à-dire de parler de comment tu as pu te relever de la discrimination et de la sorcellerie dont tu as été victime. Voilà. Et puis maintenant, en ricochet, tu profiteras pour parler de ton livre. Donc, je voulais juste faire cette précision-là, au fait, pour qu'on s'en tienne vraiment au thème du jour. Voilà, merci déjà. Déjà, tu n'as pas dit où tu vis, Brice? Je ne pense pas. Non, je vis à Paris Oui. dans un foyer. Actuellement, je suis dans un foyer à Paris, dans le 13e arrondissement. Et je suis célibataire. Ah, d'accord. Ouais, je pense que là, la présentation est assez complète maintenant. Oui. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook. Merci, Brice, pour ta présentation. Nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, comme je le répétais juste il y a quelques minutes, c'est de parler de comment est-ce que tu as pu te relever de la discrimination que tu as subie une fois arrivé en Europe et également des attaques mystiques. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler vraiment déjà de la discrimination dont tu as été victime? Comment cela est arrivé et à quel moment de ton séjour
ici en Europe, tu as été victime de discrimination? Oui, merci beaucoup. Euh, merci pour la parole. En fait, ça a été en Allemagne. Ça a été vraiment en Allemagne parce qu'il faut dire que je suis arrivé en Allemagne en 2007 et j'étais très, très bon, très bon élève. J'aime toujours les études. Et la première fois où j'ai compris que j'étais confronté à la discrimination, c'est lorsque il y a un service de département de l'université en Allemagne, de la HAV Hambourg. C'était à Hambourg. Et je suis allé voir la dame parce que j'ai déprimé. Je lui ai dit que comme elle me reconnaissait plus parce que j'étais tellement triste. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit que ça fait des années, je cherche le stage, je ne trouve pas. Et c'est là où donc, elle m'a fait comprendre que c'est de la discrimination parce que j'étais un élève brave, j'étais engagé à l'école, j'étais tuteur. Ça veut dire que je donnais des cours aux étudiants des semestres inférieurs à la mienne. J'étais beaucoup engagé, beaucoup motivé. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé le stage. Elle n'a pas compris. Elle m'a dit que c'est vraiment ça. Et c'était en 2011-2012. Et elle m'a dit qu'il faut que j'aille voir la psychologue de l'université parce que ça n'allait pas. Moi, je ne lui ai pas dit, mais j'ai dit que, en fait, dans mon cœur, que ce n'est pas la psychologue qu'il me faut, c'est le stage pour que je puisse finir mes études. Et c'est ça la première fois, qui m'a fait comprendre qu'effectivement, il y a cette discrimination qui existe, quoi. Que c'est parce que je suis noir, parce que je viens d'un autre pays, et c'est ça. Et du coup, là, j'ai une question à te poser, Brice. Est-ce que tes autres camarades de classe avaient les mêmes difficultés que toi, est-ce qu'ils avaient de la peine à trouver également un stage où tu étais le seul, dirais-je? En fait, il faut savoir qu'à l'université, c'était une filière un peu, c'était la médecine, la biomédicale. Donc, Oui, tout ce qui a travers les appareils médicaux. Et oui. donc, j'étais le seul noir. Presque, j'étais le seul noir dans la classe. Tout le monde a trouvé le stage. Tout le monde, les autres élèves, bon, qui venaient de l'Europe, bon, il y avait aussi les Maghrébins un peu, mais les autres élèves, étudiants ont trouvé du stage. OK. Et moi, Donc, j'ai beaucoup. de ta promotion, tu étais, disons, le seul noir, seul Camerounais, et tout Oui, le reste a trouvé le stage, sauf toi. Et est-ce oui. qu'à un moment, tu t'es dit peut-être c'est la façon d'envoyer tes demandes qui n'était pas bonne? Est-ce que tu as contacté, par exemple, les experts dans le domaine afin qu'ils puissent, par exemple, revoir non seulement ton CV ou alors ta lettre de motivation? Est-ce qu'à ce moment, tu te posais ces questions-là ou bien quand tu as reçu les refus, tu t'es forcément dit que c'est de la discrimination, surtout qu'après, la dame t'a fait croire que c'est la discrimination, en fait. Pourquoi je pose la question? Parce que c'est une réalité, puisque moi je vis en Allemagne, c'est une réalité à laquelle nous faisons tous face. On reçoit le plus souvent beaucoup de rejets de candidature, que ce soit lorsqu'on demande un stage, ou même lorsqu'on postule pour un job, ou lorsque vraiment, quand on est sur le marché de l'emploi, c'est extrêmement difficile. Et ce n'est pas seulement du côté des Africains, même les autres personnes, les Européens, ont ce problème-là. Et moi particulièrement, euh, j'ai eu aussi à recevoir beaucoup de refus. Et avant, je me disais que c'était aussi de la discrimination, mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était juste, je n'étais pas juste assez bien préparée, mon CV n'était pas bon, ma lettre de motivation n'était pas aussi assez convaincante. Donc, c'est la raison pour laquelle je te pose cette question-là, pour essayer de comprendre. Est-ce qu'à un moment, tu t'es rapproché des personnes qui offrent ces services-là pour faire corriger ton CV ou ta lettre de motivation? Voilà. Oui, effectivement. Parce que comme je t'ai dit, je suis allé voir la dame du service de l'immigration, c'était le service de l'immigration des étudiants étrangers. Et elle, après m'avoir dit que c'est du racisme, enfin de la discrimination, elle m'a proposé d'aller voir des séminaires sur comment présenter un bon CV, comment essayer de se présenter lors de l'entretien d'embauche, comment se prendre. Et j'ai participé à ça. J'ai participé à ça, mais ça n'a toujours pas marché, quoi. Et
et j'ai participé à ça. Et ça m'a... Et tu as fait corriger ton CV, ta lettre de motivation par une autre personne? Oui, 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 OK. oui. Là, j'ai une autre question qui me revient à l'esprit. Est-ce que la filière que tu as choisie, par exemple, euh, tu as parlé de biomédecine, c'est ça? Oui, Voilà. Parce que oui. de mon expérience, je sais qu'en Allemagne, il y a les filières où c'est très difficile d'avoir que ce soit un Werkstudent. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Werkstudent, c'est un stage étudiant. Voilà. Oui, Bon, disons comme ça, oui. Il y a les filières qui sont extrêmement, qui sont un peu très fermées, voilà. Et ah où il oui, est difficile d'avoir que ce soit un Werkstudent ou un stage. Est-ce que oui. c'était le cas avec ta filière, par exemple? Je suppose que oui, parce qu'effectivement, je n'ai pas eu à discuter ça avec des gens, avec la dame, par exemple, du service de l'immigration qui s'occupait des étudiants étrangers. Mais je suppose que après, plus tard, j'ai compris que oui, il y a des filières où c'est un peu sensible, quoi. C'est pas comme l'informatique, c'est pas comme les, les auxiliaires de vie où il y a beaucoup d'étrangers, quoi. Donc, c'est vraiment des domaines où c'est vraiment la médecine et c'est sensible. Et j'ai compris plus tard, ça c'est vraiment plus tard que j'ai compris que ça doit être une raison pour laquelle je n'ai pas trouvé le stage parce que c'était un domaine un peu très, très, bon, mais on peut toujours dire que très, très réservé pour les Allemands, quoi. Mais n'empêche que c'est une sorte de, pour moi personnellement, c'est une sorte de discrimination et voilà quoi, de mis à l'écart pour les personnes étrangères parce qu'ils n'ont pas le droit de faire les études, n'ont pas fini les études. Parce que moi, mon but, c'était de faire ces études et ensuite de rentrer. Donc, Oui. je ne tenais pas à travailler ici dans ce domaine. Donc, je ne tenais pas à travailler ici en Europe dans ce domaine. Je faisais des études parce qu'avant de venir en Allemagne, j'ai vu un monsieur au Cameroun qui m'a dit que non, pourquoi tu veux faire la technique? Parce que je lui ai dit qu'il voulait faire la technique. Il m'a dit qu'il est médecin et que dans le domaine justement des appareils médicaux, de la médecine, des scanners, il y a un manque dans ce domaine-là, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, au début, j'ai fait ce domaine. Certes, je savais que c'était difficile, mais je Oui. voulais rentrer. OK. J'en venais effectivement à la conclusion que toi-même tu as eu à faire, c'est que ce domaine-là, malheureusement, est très déjà restreint. Voilà. Déjà, même pour avoir de l'admission n'est pas n'est pas évidente. Chez toi, par exemple, c'était biomédecine. Biomédecine, tu as dit. Ouais. Là encore, il y a tellement d'universités ici qui offrent cette filière-là. Mais médecine pure, c'est un parcours de combattant pour avoir ne serait-ce une place. Je pense que presque tous ceux qui sont en Allemagne savent que pour être étudiant en médecine, c'est très compliqué pour les étrangers parce qu'au fait, il y a un quota. Il y a un quota d'étrangers qu'on doit accepter chaque semestre. Donc, je pense que comme toi-même, tu as eu à conclure que déjà, c'est d'abord un milieu assez fermé. Le plus souvent, il faut ce qu'on appelle de la vitamine B pour avoir ne serait-ce qu'un stage, voilà, ou un student. Donc, et normalement, ils vont d'abord privilégier leurs frais. Voilà, ils vont privilégier leurs frais. Donc, mais j'ose toujours croire que, voilà, déjà, avant de chuter, j'aimerais demander, tu as envoyé en moyenne combien de demandes par jour ou bien par semaine? Parce que la fréquence aussi est importante. Si tu envoies peut-être une demande chaque semaine et tu reçois un refus, il ne faut pas non plus s'étonner au fait. Voilà. Parce que ça fait un peu longtemps, si tu te rappelles, à peu près combien de demandes est-ce que tu envoyais, disons, par semaine ou alors par mois? Donc, j'ai envoyé peut-être 5, 10, Par oui, mois. par mois, oui. Bon, là, je comprends. C'est là où je comprends trop, en fait. Je comprends tout. Parce que c'est un demande. Donc, je vais couper les micros là. S'il vous plaît, tous ceux qui viennent d'arriver, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Je le dis pourquoi, Brice, parce que il y a un grand frère dans la communauté, vraiment, qui est spécialiste dans ce domaine, Monsieur SSS, super séducteur, recruteur. Je ne sais même pas s'il a le live, mais j'ai eu à assister
à l'un de ses lives, une donnait des recommandations sur comment on fait pour envoyer, pour faire les demandes d'emploi, comment s'y prendre, la fréquence à laquelle il va envoyer et tout. Et il disait que lorsqu'on est à la recherche de l'emploi, c'est un travail à plein temps. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, la recherche du stage est un travail à plein temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par jour, tu dois consacrer au moins 4 heures de temps pour ta recherche d'emploi et envoyer au moins, je pense qu'il avait parlé d'au moins, au moins même 6 ou 7 demandes d'emploi par jour. Et quand il parlait de 6 demandes d'emploi par jour, ce n'est pas les demandes racolées, c'est vraiment les demandes qui sont faites en bonne et due forme. C'est-à-dire, tu t'assures que tu as un CV de qualité, que ta lettre de motivation est adaptée à chaque poste. Donc, je pense vraiment que dans ton cas, c'est juste que tu as envoyé très peu de demandes. Envoyer 5 demandes par mois lorsque tu es à la recherche d'un stage ici en Allemagne, pour moi, c'est vraiment insuffisant. C'est insuffisant. Et il y a de quoi, peut-être recevoir des refus. Je le dis parce que moi, je suis passée par là. Quand moi, je recherchais mon stage, quand j'étais en train de finir mes études, je pourrais me retrouver en train d'envoyer même 50 voire 100 demandes par mois. Oui, pour maximiser les chances. Parce que déjà, il faut le rappeler qu'on est dans un pays étranger et le plus souvent, ils privilégient d'abord leurs frères. Et il y a ce qu'on appelle également la vitamine B. C'est-à-dire quand tu as une personne qui va te référencer quelque part, ça passe rapidement. Donc, disons que, comme tu l'as dit, il y a d'abord la discrimination, mais je souligne qu'au fait, tu as envoyé très peu de demandes et s'il fallait refaire, tu sais dorénavant ce que tu as fait. Et comme je dis, il y a les grands frères dans la communauté qui font vraiment dans ça. Comme je dis, monsieur SSR, il est spécialisé dans ce domaine-là. Déjà, pour tous ceux qui sont là et qui nous suivent et qui ont besoin d'accompagnement dans ce domaine-là, vraiment, c'est la personne idéale qui peut vous accompagner. Voilà, merci. Merci déjà d'avoir éclairci déjà ce premier point de discrimination, Brice. Bon, maintenant, on va passer à l'autre volet qui est les attaques mystiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Active ton micro, s'il te plaît. Active ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, ça Justement, c'est... les attaques mystiques, tu me parlais quand on a eu le premier contact, tu nous disais, voilà, tu as été victime des attaques mystiques, la sorcellerie. Voilà, à quel moment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que c'était en Allemagne? Comment est-ce que tu as su que tu étais victime de cela? Oui, en fait, c'était en Allemagne. Euh, Ça a commencé déjà très, très doucement. Je ne me suis pas rendu compte. Il y avait des jours, ça m'est arrivé tout d'un coup, quoi. Il y avait des jours, je broyais du noir. Donc, quand je m'allongeais, je voyais vraiment du noir devant moi, quoi, du brouillard, un brouillard qui passait dans mes yeux. Et c'est venu comme ça tout d'un coup. Et puis, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont aussi passés plus tard sur le fait qu'il y a des moments dans la nuit où je rêvais vraiment que je suis en train, pas que je rêvais, quoi, où j'ai vu des gens venir avec du barbecue dans ma chambre d'étudiant à l'université et qui est en train de faire du steak. Ils ont fini de griller du steak, ils ont mis dans ma bouche, j'ai mâché et je n'ai pas avalé. Donc, ça, je me suis réveillé. Au moment d'avaler, là, je me suis réveillé. Ça a été vraiment, c'était un choc. C'était un choc parce que je ne pourrais pas imaginer que ça pouvait m'arriver un jour, quoi. J'en avais entendu parler un peu, je n'avais pas entendu parler de ça, mais j'ai compris que ce n'est pas normal, que ce n'est pas, c'est pas courant. Surtout qu'au moment d'avaler, je me suis réveillé tout d'un coup. Parce que c'est le fait de se réveiller là qui m'a permis de me rendre compte, qui m'a permis de prendre conscience que c'est pas normal. Parce que je me suis réveillé directement. Et ça, j'ai réfléchi et je me suis dit que oui, c'est vraiment, c'est que la sorcellerie, quoi. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg parce que je me suis dit que si j'ai pu voir ça, si j'ai pu me rendre compte que je n'ai pas mangé la viande, ça veut dire que derrière, au sous-sol, enfin sur la partie de l'eau,
il y a beaucoup d'événements qui se passent et que je suis pas au courant. Donc, ça me fait un peu réfléchir aussi sur le stage parce que tu as raison de le dire, qu'effectivement, j'aurais dû envoyer les demandes plusieurs fois, mais je crains qu'effectivement, parce que c'est vrai, j'étais fatigué. Il y avait aussi la pression du fait que j'étais sûr que oui, j'allais trouver du stage, mais je sentais la fatigue, je n'avais plus la force d'écrire les lettres de motivation aux entretiens. Je reconnais qu'effectivement, aux entretiens, j'étais fatigué, mais je me sentais déjà de plus en plus faible, quoi. OK. Et je me sentais faible, épuisé, et je n'avais plus l'énergie comme avant. Et quand j'ai commencé à arriver que je mangeais la viande, là, les deux se sont croisés, quoi. Le stage, et parce que c'est vrai, quelque part, je sais que c'est trop facile de dire que oui, ils sont c'est la discrimination. Tu as raison de dire qu'il faut envoyer les CV tous les jours, mais ça demande de la force. Et cette fois, je n'en avais plus. Et quand j'ai rêvé que je mangeais la viande la nuit, j'ai avalé, là, je me suis rendu compte que tout coïncidait, quoi. Ce manque d'énergie que j'avais, et et c'est là où j'ai compris que, voilà, que bienvenue dans le côté obscur, quoi. Bienvenue OK. dans... Oui, OK. Donc, si je comprends, un beau matin, tu as commencé à voir du noir, comme tu l'as dit, oui. et puis tu te retrouvais dans tes rêves en train de manger de la viande et du coup, tu sursautais. Je me réveille brusque. Dans le rêve, je me vois et je me réveille brusquement, quoi. Oh oui, dans la vraie vie, tu te réveilles brusquement, si je comprends bien. Oui, OK. oui, Et directement, tu as conclu que c'était les attaques mystiques ou de la sorcellerie, si je comprends. oui, OK. oui. Et qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était cela, au fait? Parce que le plus souvent, nous sommes nombreux là dans le Zoom, bien ceux qui nous suivent à Facebook. Et moi, par exemple, j'ai eu déjà fait beaucoup de rêves où je me retrouve en train de manger. C'est vrai que chez nous, en Afrique, le plus souvent, quand on se retrouve en train de manger dans les rêves, ça a une connotation un peu péjorative. Voilà. Mais moi, généralement, je ne pense pas plus loin que ça. Donc, qu'est-ce qui t'a fait vraiment croire que c'était la sorcellerie? En fait, est-ce que tu avais déjà eu un cas comme cela? Avant, Une seconde là, il y a Quentin. Vérifie si ton volume n'est pas baissé. Mon volume, on ne m'écoute pas bien. il dit que c'est bon. Il dit que c'est Ah, bon. d'accord, d'accord. Oui. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je pense que je viens de perdre. Il disait que... Ouais, je disais, voilà, j'ai retrouvé le fil de ce que je disais. Je disais, le plus Oui. souvent, on se retrouve dans les rêves en train de manger. Et voilà, selon l'interprétation qu'on a eue en Afrique, c'est que c'est pas bien de manger dans ses rêves. C'est pas bien de manger dans ses rêves. Mais moi, généralement, je me limitais juste à ça. C'est-à-dire, il y a des moments où je rêve, je me retrouve en train de manger, mais je ne pense pas vraiment à sorcellerie ou attaque mystique. Donc, du coup, la question que moi, je voulais te poser, c'est que pourquoi tu étais si convaincu que c'était ça? Est-ce que tu avais des antécédents? Est-ce que dans le passé, par exemple, dans ta famille, voilà, il y avait eu des cas pareils? Ou bien alors ta maman t'avait dit que bon, si tu te retrouves en train de manger dans la nuit et tu te réveilles, c'est que c'est ça. Et aussi, je veux te demander, est-ce que tu en as parlé à tes parents? Si oui, comment est-ce qu'ils ont réagi? Oui. J'ai appelé le jour où j'ai fait ce rêve, j'ai appelé la maman, je lui ai dit, Oui. et, et, et elle m'a dit, sincèrement, elle m'a dit que ce n'est pas bien de manger dans ses rêves. Donc, et les antécédents, en fait, je je ne vois pas. C'était la première fois que ça m'arrivait, quoi. La première fois que ça m'arrivait depuis toute ma vie, en fait, depuis toute mon existence, quoi. C'était la première fois que je rêvais de manger la viande et je me Mhm. sentais fatigué et le fait de se réveiller brusquement. Et elle m'a dit que c'est pas bien. Oui, effectivement, comme je le dis, en Afrique, ça a une connotation très péjorative. On le dit, c'est pas bien de manger dans ses rêves. Voilà, et c'est la question que je vais également te poser, c'est que c'était uniquement de la viande que tu mangeais à chaque fois que tu rêvais. Puis, souvent, Ok. c'était du steak. D'autres personnes, c'était des... c'était des... Ah, on appelle ça quoi, là? La peau. D'autres personnes, c'est la peau du bœuf. Et d'autres, c'est les...
Mais de la viande en tout cas, si je comprends bien. Oui, c'est de la viande, c'est de la viande, oui. OK. Et quelle était la suite? Est-ce que tu as eu à faire quelque chose pour ne plus avoir ce genre de rêve? Comment? Je pense, j'étais pas sûr. Excuse-moi, j'étais pas sûr. Comment a été la suite? Comment est-ce que tu as fait pour ne plus avoir ce genre de rêve, pour ne plus te retrouver en train de voir du noir? Puisque tu as dit au départ, tu voyais du noir, tu avais de la paresse, tu n'arrivais même plus à envoyer tes demandes et par la suite, dans les rêves, tu te retrouvais en train de manger la viande et du coup, tu sautais. Comment a été la suite? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours les mêmes rêves? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours cette paresse-là? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, tu vois toujours du noir, tu penses que tu es toujours victime de ces attaques-là? Ça va mieux maintenant. Disons qu'à partir de l'Allemagne, j'ai commencé. Le problème, c'est qu'en Allemagne, quand ça s'est déroulé comme ça, j'ai commencé à sombrer. Parce que le stage, il fallait chercher le stage. Et je Oui. n'avais plus je vivais dans la cité universitaire. Il fallait durer 4 ans dans la cité universitaire. Et j'arrivais à la fin de mon séjour à la cité universitaire. Il fallait maintenant le titre de séjour. Je ne pouvais plus prolonger le titre de séjour parce que je ne validais plus les semestres. Et tout ça m'est tombé d'un coup. Et c'est là où, une fois de plus, je pense que ce n'est pas toujours une affaire de hasard, quoi. Et je me suis retrouvé dans la rue, à dormir, à main le sol, dans la cité universitaire. Et c'est là où Ah mon bon? papa... Oui, oui, Donc, après ces événements-là, tu dis à l'école, ça n'allait plus du tout, tu ne validais plus de matière. Est-ce que tu as été exmatriculé? Attends, non, non. Ok, tu t'es juste retrouvé à la rue. Oui, en fait, oui, je crois que j'étais matriculé, oui. Ah oui, ça c'est, oui, oui, j'étais matriculé. Donc, il signifie que j'ai perdu ma place à Oui, tu l'université, as perdu ton statut d'étudiant. le statut d'étudiant, oui, Et effectivement, puisque pour être dans la cité universitaire, il faudrait être étudiant. C'est comme ça que du oui, jour au lendemain, je te retrouvé à la rue. oui, Ah, oui, d'accord, d'accord. oui. Et j'ai dormi à même le sol, j'ai dormi dans les couloirs de la cité universitaire. Tu Et c'est n'avais là où, personne ici en Allemagne? Tu connaissais personne chez qui aller? non, j'avais des amis, mais ils m'ont mis dehors. Il y a un ami, je suis allé, j'ai essayé de me battre un peu avec lui, le temps de trouver un peu mes repères. Et puis, il m'a mis dehors, ça n'a pas marché, il m'a mis dehors. J'ai dormi maintenant un peu chez d'autres amis de père et gauche qui pouvaient m'héberger de temps en temps. Mais c'était une période un peu difficile où j'ai vraiment été, j'ai commencé à sombrer. À Oui, tu as tomber. touché vraiment tu étais au fond du trou, si on peut dire. Oui, oui. Et c'est là où mon papa donc est venu me chercher. Il m'a dit m'amener parce que apparemment, je ne sais pas comment il m'a retrouvé. Les gens ont dû lui avoir dit. Moi, je ne lui ai rien dit. Mais il est venu, il m'a trouvé en train de dormir à main le sol. Et il m'a donc pris pour me ramener en France. Et pour lui, il disait que non, c'est la folie, je suis fou, c'est pas normal, ceci, cela. Et moi, avec... Et sans te faire te couper, s'il te plaît, juste pour qu'on puisse suivre le fil de ce que tu es en train de dire. Euh, Pourquoi au moment où tu t'es retrouvé à la rue, tu n'as pas contacté ton père qui vivait déjà en France? Est-ce que vos Parce que, rapports n'étaient pas très bons ces moments-là pour que tu puisses lui parler? Qu'est-ce qui t'a empêché de lui parler de ça au point où il se rend compte seulement après, quand les gens lui font part de ta situation? parce que lui, comme je t'ai dit au début, moi, je suis venu faire des études pour rentrer. Tu vois, c'est ça un peu toujours qui me fascinait un peu, quoi. Je ne voulais pas rester, mais lui voulait que je reste. Donc, on avait ce divergent-là, cette différence. Ensuite, lui, il voulait plus que je dépende de lui. Parce qu'apparemment, les gens disaient que je ne travaille pas quand je fréquentais, je dois travailler en fréquentant. Ok, Et donc en gros modo, vos rapports n'étaient pas bons, raison pour laquelle tu lui as caché cette vérité-là, ces moments par lesquels tu passais, si je comprends bien. Ah, d'accord, d'accord. Et voilà. Et quelle a été la suite juste après qu'il soit venu te chercher? Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, il pensait que c'était la folie. Voilà. C'est-à-dire, comment est-ce que ton entourage te percevait à ce moment-là?
est-ce que tu souffrais d'une dépression? Est-ce que, ayant pris du recul, tu te dis qu'en ce moment-là, même psychologiquement, ça n'allait pas chez toi? C'est ça, la dépression. Il est même venu une fois, il a appelé la police. La police, l'ambulance sont venus. Il a dit à l'ambulance, aux policiers que je suis fou, qu'on doit m'enfermer. Mais je pense que la dépression, c'était un peu mieux d'après lui, quoi. Donc, c'est la folie qui était le stade le plus élevé. Et Donc, on a toi-même, sans te couper, s'il te plaît, dit, c'est juste oui, pour que vraiment on soit le plus clair, qu'on comprenne mieux ce que tu es en train de dire pour ne pas aussi perdre du temps, puisque bientôt il sera 21h là et on va devoir passer aux questions. oui. Et en ce moment-là, toi-même, comment est-ce que tu te sentais? Est-ce que tu pensais euh, 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 est-ce que tu pensais que tu souffrais vraiment de ce dont ce qu'il disait, par exemple, puisqu'il s'est dit, tu dis qu'il a appelé l'ambulance et il a dit que tu étais fou. Est-ce qu'en ce moment-là, tu te retrouvais dans ce qu'il disait? Non, non. En fait, c'est vrai que j'étais conscient quand j'entendais les voix. Enfin, quand je broyais du noir. J'étais Mhm. très conscient. J'étais conscient quand je mangeais la viande et je n'avalais pas. Mais aller jusqu'à quoi? Parce qu'un fou, d'après lui, le fou, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, de ses actes qu'il pose. Donc, moi, j'étais conscient. Et c'est là, quand il a dit ça à la police est venue vérifier en me demandant si ça allait bien de mon côté. Je leur ai dit oui, ça va, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais vraiment conscient. Ça allait, pas, ça se passait bien. Mais sauf que lui, il voyait autre chose que moi, je n'ai pas cherché à lui demander pourquoi, parce que je savais que ce n'étaient pas les mêmes idées qu'on avait, quoi. Et comme je ne connais pas les mêmes idées que lui, alors forcément, voilà, je suis fou. D'accord, je comprends. Et, et tu as dit que également, bien après cela, tu es rentré en France avec lui Oui, ou tu as été interné. oui, Mhm. oui. Je J'aimerais que suis tu nous en arrivé. dises plus par rapport à cette étape-là. Comment ça s'est déroulé? Ouais, ça a été un choc parce qu'en fait, une nuit aussi, moi, sincèrement, je n'allais pas le suivre, hein. Mais il y a une nuit, parce que c'était toujours en Allemagne, la fin de l'année 2012-2013. Il y a Oui. une nuit où j'ai fait un rêve, une sorte de vision. On m'a dit qu'on va me rapatrier. Où j'allais pas de l'allemand, on va me rapatrier. Que le moment sera venu où je serai rapatrié. J'ai dit que mais OK. je comprends pas ce que ça veut dire, quoi. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et quand il est venu me chercher, c'est là où je n'ai même pas pris mes affaires, hein. Il m'a directement dit, entre dans la voiture. Je suis entré, j'ai laissé tout en Allemagne, mes sacs, mes diplômes, j'ai tout laissé. Et il ne m'a pas dit qu'on allait en France, hein. C'est quand on a pris l'autoroute que j'ai dit que, ah, je vois maintenant ce que signifie ce rêve. Effectivement, c'est ça, quoi. Quand je suis arrivé en France, j'ai été directement interné. Peut-être une semaine, 2 semaines plus tard, lui, il est parti discuter avec les médecins. Et c'est les médecins directement qui m'ont interné, qui m'ont enfermé d'abord pendant un mois. Ici à Paris, il y a une polyclinique pour ceux qui ont des troubles psychiatriques, quoi. J'ai été interné un mois, je suis ressorti. Et puis, bon, pendant ces un mois-là, moi, j'ai fait toujours les rêves. Je pensais plus aux visions que j'avais, à la viande que je mangeais. Je me disais que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai toutes ces choses qui m'arrivent? Pourquoi on me dit qu'on va me rapatrier alors que j'aime bien les études? Je veux rentrer, je ne comprends pas. Et, et c'est donc j'ai passé une année, un mois à penser à ça. Et je n'étais même pas présent, quoi. Mais je sais qu'au fond de moi, c'était comme une sorte de punition. Parce que quand tu enfermes, tu ne peux pas sortir. Tout ce que tu as fait, c'est dormir, manger, te laver, dormir, manger, te laver. Tu ne peux pas sortir de là où tu es hospitalisé, quoi. Tu ne peux pas Mhm. aller te balader à l'extérieur. Mais là, OK. Donc, si je comprends, après les un mois, tu es encore retourné en psychiatrie. oui, OK. oui, Et comment est-ce que tu te comportais selon, par exemple, ton entourage? Est-ce que tu criais? Est-ce qu'on avait l'impression vraiment que ça n'allait pas? oui, il y Est-ce a que des tu voix. avais... Oui? Après, je me suis mis à entendre des voix. Oui. Et les voix sont venues un jour quand je faisais du sport. Je suis allé courir et c'était la première fois. Justement, j'entends les voix qui viennent du haut, quoi.
me Oui. disant qu'il faut que je rentre à la maison, qu'on est en train de taper ma maman, mon papa tape ma mère, tu fais quoi là, machin, ça criait, ça chantait. J'ai dit que waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'étais étonné, j'avais honte, j'ai dit que mais comment ça, j'entends les voix? Tout d'un coup, ça. Et est-ce que tu te retrouvais en train de parler seul, par exemple? Oui, il y avait un petit coin où, mais je parlais plus à l'intérieur de moi, quoi. À l'intérieur de moi. J'étais plus à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, les gens ne te surprenaient pas en train de parler seul, en train de divaguer un peu comme Non. ça. Bon, c'est vrai, il y a des moments où je criais un peu, mais quand Ah, j'étais à l'hôpital, là, le voix me disait que crie, parle à haute voix, hurle, et là, j'obéissais aux voix parce que je comprenais rien. Bon, c'est vrai oui. qu'aujourd'hui, maintenant, ça, j'ai compris maintenant, j'essaie de vivre avec, j'essaie de ne plus trop les écouter, je comprends un peu la différence. Mais au début, quand ça t'arrive, tu es surpris, quoi. Et je OK. me dis que peut-être si je les écoutais, ça devait mieux aller. Et en tout, tu as fait combien de temps en psychiatrie? 10 Combien ans, d'années? 10 ans. 10 ans, Waouh, 10 ans. Et c'était en France, tu as dit. oui, depuis de Et, 2016. et à un moment, la question que je vais poser, c'est à un moment, est-ce que ton papa n'a pas trouvé la nécessité de t'envoyer, par exemple, au Cameroun pour changer un peu d'air? Parce que le plus souvent, nous avons des cas pareils ici en Allemagne où les gens souffrent de dépression, mais malheureusement, les produits qu'on administre dans ces centres-là empirent la situation. Et l'un des médicaments qui marche vraiment pour certains, c'est vraiment changer d'air et aller en Afrique pour être dans cette chaleur-là. Bon, est-ce que pourquoi pendant ces 10 ans, tu n'es pas, par exemple, allé en Afrique? Est-ce que c'est d'abord possible de un? C'est la question que je vais poser. Est-ce que c'était possible pour toi, durant cette période-là, par exemple, d'aller en Afrique? Est-ce que tu as eu cette proposition même de sa part? C'est moi qui voulais même rentrer. Je lui proposais de rentrer, mais lui refusait. Il dit que si Ah, je rentre, d'accord. on ne va pas me soigner. Que je rentre, il n'y a OK. pas d'hôpitaux. Bon, lui, il voyait la médecine euh, européenne, quoi. Et Il moi, pensait que ça allait être la solution, oui, mais oui, malheureusement, pour avoir passé 10 ans, ça veut dire que ça n'a pas vraiment marché, en fait. oui, Ça a été vraiment long. oui, oui. Et moi, je proposais. Et puis avec le temps, j'ai compris que même, tu sais, je me suis dit que même si je rentre, parce que même si c'est une attaque mystique, tu n'as pas besoin d'être au pays. Ça peut te prendre, comme ça m'a pris en Europe, ça peut me, peut-être je peux rentrer et ça me prend aussi dans un autre pays, quoi. Je ne sais pas forcément le fait de rentrer que ça peut changer quelque chose. Parce que ça n'a pas de frontières, les attaques mystiques. Si tu rentres, je me dis que si tu rentres spécifiquement et que pour ça, peut-être ça peut encore s'empirer. Ou bien peut-être ça ne peut pas changer. Donc, c'était plus dans la tête que je me suis rendu compte que il faut que je comprenne que, comme ça m'a eu les visions que j'avais eues, tout ça, je rêvais qu'on va me rapatrier. Tu vois, c'est quelqu'un qui, quelque part, qui n'est pas avec moi dans ma chambre, quoi, mais qui est peut-être au loin, qui peut être à distance et qui me dit ça. Et ce qui fait que même si je rentre, ça peut ne pas changer. Donc, ça n'a pas trop de frontières, quoi. OK. Et du coup, qu'est-ce que ton papa pensait de la situation? Est-ce qu'il se disait que c'était de la sorcellerie ou alors, selon lui, c'est que tu étais tout simplement devenu fou, que tu étais devenu dépressif à cause de ce que tu avais vécu en Allemagne? Parce qu'il faut le dire, la recherche du stage n'a pas fonctionné. Euh, à l'école, ça ne marchait plus. Tu as été immatriculé, tu te retrouvais sans logement. Euh, Est-ce qu'il pensait que ta situation était la résultante de, de tous ces facteurs-là? Ou alors il disait que tout simplement de la sorcellerie, comme toi tu pensais? Il se disait il se disait que je suis fou, que je, parce qu'il y a un autre truc que je lui avais dit, en fait, en passant aussi comme ça. Quand je suis allé le voir, parce qu'il voulait que je travaille à l'université pendant les études, je suis donc allé le voir, je l'ai appelé.
je lui ai dit que comme tu vois là, je vais devenir tuteur. Je vais être tuteur, je vais aussi donner les cours de mathématiques. C'est Oui. ça qu'il m'a dit que, il m'a rappelé, il m'a dit, est-ce que tu sais que quand tu m'avais dit que je vais donner les cours de répétition aux élèves à la mathématique, j'étais pris pour un fou. J'ai dit que tu es fou. Donc, je sais pas trop ce qu'il a dans la tête parce que je sens seulement qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Mhm, Lui, mhm. il me prenait vraiment pour un fou, pour quelqu'un qui, qui, qui ne fait pas comme les autres, il se dit que j'utilise son argent pour vivre alors que j'avais des bourses parce que j'étais bien, j'avais fait la demande des bourses, j'étais bien engagé à l'université. Mais jusque-là, il n'était pas content. Il dit que je dois travailler, je dois arrêter de penser à l'école. Il lui a mis une fois ici en France, il a dit à la psychologue que j'étais toujours dans mes cahiers quand je suis au Cameroun et que je devais arrêter d'aller dans les cours et suivre les filles, quoi. Que je ne cours pas derrière les filles, que je dois me concentrer à l'école, que je me concentre à l'école. Et pour lui, ce n'est pas normal tout ça. Mhm. Ok, je comprends parfaitement que vos rapports n'étaient pas du tout très bons et que vous avez des idées vraiment. S'il vous plaît, à tous ceux qui entrent dans le Zoom, s'il vous plaît, coupez vos micros, fermez vos caméras, s'il vous plaît. Merci. Voilà, comme je le disais, Brice, je constate malheureusement que vos rapports n'étaient pas vraiment très bien et vous aviez vraiment des visions, des idées vraiment différentes et malheureusement, cela ne t'a pas aidé. Brice, ta caméra, s'il te plaît, tu as coupé ta caméra. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Du moins, allô? Je t'entends, je t'entends. Ah, Allô? d'accord. Oui, là, c'est bon, là, c'est bon. D'accord. Hmm. Voilà. Je disais que malheureusement, vous aviez de mauvais rapports et ça ne t'a pas trop aidé dans, voilà, dans ce processus-là de guérison. Et voilà, tu as fait 10 ans. Et la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ah, merci pour la question, ça me touche, ça me touche. Euh, bien, bien plus qu'avant, plus fort, plus, plus content et j'ai confiance en moi et je me dis que je ne regrette pas ce que j'ai eu à faire, quoi, jusqu'à présent. Je ne regrette pas et c'est sur ça que je me base pour pouvoir être avec toi en train de discuter aujourd'hui, en train de parler avec toi et je me sens en merveille, quoi. Je me Oui, sens très parce bien. que parler, c'est déjà une forme de thérapie pour avoir le Oui, courage de s'exprimer sur des sujets vraiment assez délicats, sur des expériences assez difficiles. Il faut beaucoup de courage. Et déjà, je oui. salue vraiment ton courage de venir vraiment nous parler de ces moments par lesquels tu es passé, qui ne Merci, furent pas vraiment merci. faciles. Euh, Ça demande beaucoup de courage et déjà, merci pour cela. Pour tous ceux qui viennent de rejoindre le live, le thème d'aujourd'hui, Brice nous édifie sur la discrimination et les différents problèmes qu'il a eus dès son arrivée ici en Allemagne. Et il nous parle également des attaques mystiques dont il a été victime. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent également en live à Facebook. Je vous prie de liker la vidéo et de partager euh, afin d'inviter d'autres personnes à venir profiter du live. Voilà, merci. Et si vous avez déjà des questions, posez-les dans le chat pour ceux qui sont ici à Zoom, pour ceux qui sont à Facebook. Si vous avez une question, il y a un lien là qui est épinglé. Vous pouvez venir dans le live afin de poser vos questions. Voilà. Le thème, je le répète, c'est voilà, comment se relever une fois qu'on a été victime de discrimination et des attaques mystiques. Et Brice nous a parlé des moments douloureux qu'il a passés ici en Allemagne. Voilà, il a été très difficile pour lui de trouver, par exemple, un stage. Et par la suite, cela l'a beaucoup affecté. Et il y a une question là qui m'a distrait. Pourrais-je avoir son Facebook ou son YouTube? Bon, on en reviendra tout à l'heure.
comme je disais, Brice, déjà à son arrivée ici en Allemagne, durant ses études, il a eu la difficulté à trouver le stage. Et après cela, ce fut un peu un choc. Et puis, du jour au lendemain, il s'est retrouvé en train d'avoir des visions, à avoir des rêves très compliqués. Et selon lui, c'était des attaques mystiques. Et malheureusement, son niveau à l'école, ce n'était plus du tout ça. Voilà. Il n'arrivait plus à valider ses matières. Il a malheureusement été exmatriculé. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans la rue, sans logement, sans statut. Et bienvenue la dépression, ce qui fut une étape très douloureuse pour lui, puisque par la suite, il a été ramené en France par son papa, où il a passé 10 ans en psychiatrie. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un peu le recap pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Voilà. Je pense que je vais regarder s'il y a quelques questions là, Brice, avant qu'on ne continue. Il y a Ismaël là qui vient de poser une question. Vu que son papa ne l'écoutait pas, pourquoi il n'a pas contacté d'autres membres de sa famille, comme ses cousins, cousines, oncles ou tantes qui sont en Europe pour poser le problème? Voilà. Déjà, Brice, est-ce que tu as d'abord d'autres membres de ta famille ici en Europe? Du moins, en ce moment-là, est-ce que tu avais d'autres membres de ta famille que tu pouvais contacter pour leur parler de ton problème? Puisque tu as dit que quand tu as été, par exemple, quand tu t'es retrouvé, disons, sans domicile, tu as eu contacter tes amis, mais malheureusement, ils t'ont également mis à la porte. Et vu que tes rapports n'étaient pas très bons avec ton papa, tu ne lui as pas parlé. Est-ce qu'en ce moment-là, tu avais d'autres membres de ta famille à qui tu pouvais poser le problème? Ils n'ont pas réagi, quoi. Déjà, il faut dire que les parents, la famille qui est ici en Europe, c'est la famille de mon papa. La famille de ma maman, malheureusement, ma maman a seulement une tante, a une sœur qui est au Cameroun. Mais mon papa a beaucoup de frères et sœurs ici en Europe, quoi. Et ils sont Donc, tous, ils étaient tous ensemble. donc, tu leur as parlé de ton problème, de tes difficultés, et personne n'a réagi. Oui. OK. Waouh. Ça a dû être vraiment difficile. Là, je comprends. Je pense que la question de Ismaël a été répondue. Voilà. Il a eu à contacter ces personnes-là et malheureusement, il n'a pas eu de retour. Il n'a pas eu de retour. On va continuer. Je pense que c'est mieux qu'on finisse avec le thème avant d'entrer dans les questions. Sinon, le Zoom va durer plus longtemps que prévu. Je pense que bientôt, quand on aura fini, ce sera la session questions. On va répondre vraiment à toutes les questions. Voilà. Brice, du coup, j'ai une autre question pour toi. Tu as dit qu'aujourd'hui, tu te sens déjà beaucoup mieux. Tu as déjà passé 10 ans en psychiatrie. Quand exactement tu es sorti de là? En quelle année? En fait, ça fait déjà 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire en 2021. En 2021. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Et c'est en ce moment-là que tu as écrit ton livre, je suppose. Oui, oui, oui. D'accord. Venons-en au livre. Voilà. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre? Ouais. En fait, l'idée, c'est venu de deux personnes, de ma maman et d'un ami qui est ici à la rue du Banquier. Et c'est un SDF, il s'appelle Léon. Oui. La maman, elle m'a dit, elle connaissait un peu ce qui m'était arrivé, je suppose, oui, parce que bon, je ne lui en ai pas trop parlé aussi. Et là, elle m'a demandé mais pourquoi est-ce que je ne peux pas écrire un livre. Et il faut savoir que, pour savoir comment j'ai pu m'en sortir, c'est aussi le fait que si je l'ai écouté, c'est parce que je me respecte. Je respecte ma culture, je respecte le fait d'être noir, je respecte le fait d'être africain, quoi. Et pour moi, c'est très important. Parce que même pendant les attaques mystiques, je crois que c'était cette conviction que j'ai eue en moi de me respecter, de respecter les autres, d'être gentil avec tout le monde. Et je crois que c'est ça qu'on essaie de déstabiliser, quoi. Alors,
J'écoute. Non, je ne sais pas ce qui a touché, sinon on voit ici. S'il vous plaît, tous ceux qui viennent d'entrer, là, coupez vos micros. On coupe le micro. Oh. Coupez vos micros, tous ceux qui viennent d'entrer, s'il vous plaît. Sinon, vous serez éjecté du Zoom. Coupez vos micros. Bon, bref, Brice, continue. Oui, en fait, donc je me respecte et c'est très important pour moi parce que moi, quand ma maman m'a dit ça pour la première fois d'écrire le livre, elle m'a dit ça 2 fois, à 2 reprises. La première fois, elle me l'a dit. J'ai dit que mais comment est-ce qu'elle peut me dire d'écrire un livre, de me mettre en nu devant les gens, de raconter ma vie? Moi, j'ai eu honte, quoi. Et c'est ce sentiment de honte-là que j'ai toujours su dans ma vie, que j'ai toujours combattu, quoi. Donc, j'ai combattu ce sentiment de honte et je me suis dit qu'effectivement, c'est ma maman, c'est ma culture. Et rien que pour ça, je ne dois pas avoir honte parce qu'elle est de ma culture, de mes racines. Alors, je l'ai écoutée. Bon, j'ai pas, la première fois, j'ai écouté, mais j'ai gardé. La deuxième fois, elle a vraiment insisté. Et puis, j'ai dit que bon, je vais réfléchir. Alors, il y a aussi un autre ami dans le quartier ici. Il s'appelle Léon. Léon, il a dit qu'il s'appelle Léon le Dragon. Et lui, il m'a dit aussi pourquoi je n'écris pas le livre. C'est là où ça m'a vraiment fait comprendre que je pourrais vraiment commencer à me mettre dessus. Et puis, sincèrement, je n'y avais jamais pensé, hein. Je me suis dit que mais qu'est-ce que je peux écrire dans le livre? Qu'est-ce que je peux écrire dans ce livre-ci, quoi? Alors, la première fois que je me suis assis naïvement, je dis, bon, je vais écrire quelque chose, je vais écrire. J'ai fait aussi ça, comme ça, j'écris. J'ai pris une feuille, un bic, et quand j'ai commencé à écrire, c'est là où la magie a opéré, quoi. Oui. J'ai commencé à écrire. Donc, ta maman était au courant de ta situation, elle te comprenait et elle a trouvé que c'est mieux que tu écrives un livre afin de partager ton expérience à beaucoup de personnes. Allô? Tu m'écoutes, Brice? Oui. Bien sûr. Comment est-ce que, du coup, j'ai une question pour toi. Comment est-ce qu'elle a réagi lorsqu'elle s'est rendue compte que, voilà, tes proches ne t'ont pas aidé, ta famille ne t'a pas aidé au moment où tu avais vraiment le plus besoin d'eux? Ou alors, comment est-ce qu'elle a réagi quand ton papa, par exemple, pensait que tu étais fou? Est-ce que tu te confiais à ta maman en ce moment-là? Est-ce qu'elle a été un allié durant cette période-là, lorsque tu étais en psychiatrie? Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle te voyait passer 10 ans de ta vie en psychiatrie? Est-ce qu'elle était même au courant, puisque tu as dit que tu ne parlais pas beaucoup avec elle? Ouais, c'est vraiment compliqué à répondre. C'était un moment où j'avais perdu la réalité, quoi. J'avais du mal même à avoir les pieds sur terre. Et je d'accord. ne peux pas savoir vraiment. J'essayais de rester sur mes 2 pieds. C'était une urgence, quoi. Et je pense que on n'en a jamais vraiment parlé de ça, de ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a dit que j'écrive le livre. Pendant que j'y suis, quand je réfléchis aujourd'hui, j'étais déconnecté. Le problème, oui, non, je te comprends parfaitement, puisque ce moment-là, tu souffrais vraiment et peut-être tu ne te rendais même pas compte de ce qui t'arrivait. Ce qui est le cas avec plusieurs personnes qui souffrent qui ont des problèmes mentaux, qui ont des problèmes psychologiques. C'est pas évident. Voilà, OK. Et aujourd'hui, tu as écrit ce livre. Quel problème est-ce que tu veux résoudre avec ce livre? Déjà, quel est le titre de ton livre? Que signifie ce titre? Le livre s'appelle Akanta. Voilà ça. Akanta. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la joie et l'amour. Wow. Ça aussi, c'est une révélation que j'ai eue une nuit quand je dormais, quoi. Je dormais toujours en allemand chez un ami, justement, qui m'hébergeait pendant que j'étais sorti de la maison universitaire. Oui. Je me suis couché et dans la nuit, j'ai entendu le mot Akanta.
Je dis que, mais c'est quoi ce mot? Je me suis réveillé brusquement aussi une fois de plus. Je me suis dit, mais c'est quoi ce nom bizarre? C'est quoi ça? Et en 2013, c'était en 2013. Et c'est Ah, en là que, 2013. oui, Oui, c'était en 2013. J'ai écrit ça hier de cela, j'ai écrit ça en 2021, quoi. Et d'accord. je comprends pas ce que c'est que ça signifie à Akanta, mais j'ai gardé. C'est quand on m'a décrit le livre, quand je cherchais le titre du livre, que j'ai dit que tiens, pourquoi pas Akanta? Et c'est là où je me suis mis à rire, à sourire, et dit que tiens, c'est le nom du livre. Et pour moi, ça signifie l'amour et le bonheur, la joie. D'accord, super. Et quel est le problème que tu veux résoudre avec ce livre? Et à qui s'adresse ce livre? Le livre, le livre, en fait, le livre s'adresse à toute personne qui est dans des situations difficiles, qui, qui a des problèmes, des personnes qui ont des problèmes. Il faut leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls dans ces situations-là. Oui, Effectivement, il y a des gens qui aussi ont traversé des étapes difficiles. Et ça s'adresse pas seulement aux Africains, pas parce que je suis seulement noir, parce que j'ai écrit le livre, je suis noir, je suis de l'Afrique, je suis camerounais, noir, mais ça s'adresse aussi, et ça c'est très important, aussi aux Européens, parce qu'une partie de ces livres, je l'ai conçu ici en Europe, grâce à la maison d'édition qui est là, édition Véron, mhm. et ils m'ont aidé, certes, il y a eu un financement du livre pour publier le livre, mais ils ont quand même réalisé, matérialisé ce projet. Et D'accord. avec le monsieur Léon qui aussi c'est un Français qui vit dans la rue, malheureusement. Et pour lui, il m'a donné aussi de la force, quoi. Donc, c'est pour tout le monde, ce livre, en fin de compte. D'accord. OK. Et dans ce livre, tu parles vraiment de cette période sombre, voilà, que tu as traversée ici en Allemagne et même en France durant ton séjour en psychiatrie. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Et quelles sont les stratégies? Puisque aujourd'hui tu as dit que tu vas beaucoup mieux. Quelles sont les stratégies et astuces que tu as mis sur pied pour pouvoir vraiment te relever? Quel a été pour toi ce remède-là qui t'a vraiment guéri? Puisque tu l'as dit, tu n'es pas encore vraiment à 100% guéri, mais tu vas déjà beaucoup mieux. La preuve, tu Oui, t'exprimes déjà, tu parles librement de tout ce qui t'est arrivé, ce qui est vraiment à féliciter. Vraiment, ça demande beaucoup de courage pour s'ouvrir comme ça et parler de ces problèmes-là pour non seulement sensibiliser, mais pour faire comprendre à ceux qui passent par les mêmes situations que c'est possible de se relever. Qu'est-ce qui t'a aidé? Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir te relever de tout cela? j'ai écouté, c'est paradoxal, mais très, très paradoxal ce que je vais dire, mais j'ai écouté la famille. Oui, J'ai écouté, OK. j'ai écouté, j'ai toujours eu à prendre conseil auprès de la maman. J'ai écouté les autres, peu importe, parce que j'ai écouté le Seigneur aussi. Dieu m'a parlé à travers des personnes que je m'attendais le moins, quoi. Comme la maman, parce qu'elle n'a jamais été en Allemagne, mais elle m'a dit d'écrire le livre. Moi, ça m'a trop questionné, quoi. Et j'ai la foi, je crois en Dieu, et je sais que lui, il ne parle pas comme directement, quoi. Il nous envoie des anges, il nous envoie des personnes qui sont, Effectivement, il nous qui parle peuvent, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Effectivement. oui. Donc, Alors, alors pour pouvoir l'écouter, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû aussi apprendre à me respecter, à respecter qui je suis, à respecter aussi mes origines et savoir que je dois puiser depuis la source, quoi. Je dois comprendre que je suis certes ici en Europe, il y a les Européens aussi qui m'ont beaucoup aidé, mais je dois aussi puiser en Afrique, écouter la famille, écouter euh, mes parents, écouter mes sœurs. Mais comme c'était difficile de le faire, c'était très, très, très difficile. J'ai dû vraiment écouter parce que quand la maman m'a dit d'écrire le livre, il y a de cela 3 ans, je n'en allais toujours pas. J'ai dit que je ne vais jamais y arriver. Et je suis pas, de manière, je ne suis pas un littéraire, je suis un technicien. J'ai eu un bac F2. J'aime la technique, la littérature. C'est vraiment, c'est pas de mon domaine, quoi. C'est OK, tout. d'accord. Donc, si je comprends bien, tu as eu à écouter les conseils de ta famille, de tes proches.
Et cela t'a beaucoup aidé. Oui. Qu'est-ce qu'ils te disaient exactement de faire? Quel a été leur conseil? C'est très important pour nous de savoir comment est-ce que tu as fait pour te relever. Les conseils qu'ils te prodiguaient, quels étaient ces conseils-là que tu as mis en application et qui t'ont aidé à te remettre sur pied? Écris le livre. Ah, ok. Dans le livre, ok. Dans l'écriture du livre a vraiment été une thérapie, une très grande thérapie pour toi. Oui, oui. D'accord. C'est quelque chose que peut-être je n'y crois pas, mais ça m'a soulagé. Ça a pensé mes blessures. Oui. À travers les mots, à travers l'écriture, penser certaines blessures qui étaient ouvertes, certaines plaies. On n'a pas besoin, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'écrire un livre. Seulement commencer à écrire ce qu'on ressent sur un bout de papier au début. Sauf que Akanta, c'est un grand secret, un livre c'est un cahier secret. C'est un grand cahier secret. Dès qu'on commence à souffrir un peu, on écrit sur le bout de papier, c'est comme ça, et ça, la magie opère. Oui, je te comprends exactement parce que moi-même, je suis auteur et mon premier livre verra le jour ce week-end. Je te comprends parce que ce que tu dis est très pertinent. Voilà. Écrire, c'est une sorte de thérapie. Pouvoir mettre ces mots sur un bout de papier, c'est déjà un début de guérison. Voilà. Parce que parler ne suffit pas. Quand tu te mets à écrire, c'est comme si tu matérialises, tu te libères d'un fardeau. Tu te libères d'un fardeau. Et c'est vraiment un début de thérapie, comme toi-même tu le dis. Et je suis contente vraiment que ça t'a aidé. Ça t'a aidé vraiment à guérir. Voilà. Et je suis convaincue que ce livre-là regorge beaucoup de pépites et qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Et une autre question que j'ai pour toi, dans le livre, est-ce que tu partages d'autres stratégies et astuces qui t'ont également aidé? C'est-à-dire, en dehors de l'écriture du livre, par exemple, qu'est-ce qui t'a également qu'est-ce qui t'a aidé vraiment à te relever et à te remettre sur pied? Est-ce que tu as eu à faire, par exemple, des actions quelconques? Oui. J'ai fait du bénévolat. Oui. À l'école, j'ai le tutorium, être tuteur, donner des cours à l'université. Oui. Ça m'a vraiment plu, quoi. Oui. M'engager, faire des engagements, aider les autres, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup aidé aussi mentalement, d'aider mon prochain. Et aujourd'hui, je suis toujours bénévole dans une association caritative dans le 18e. Et c'est une belle association où je travaille là-bas et je suis très, très content. Ça me permet de sortir un peu aussi. Oui, ça me permet Effectivement. Et tu es épanoui. Le fait d'être en contact avec des personnes, de les aider, tout ça, ça t'aide vraiment à te remettre sur pied. Super, super. Oui. Vraiment, félicitations encore une fois de plus pour ton courage de partager vraiment ces expériences-là avec nous. Et déjà, ton livre, il est disponible où? Comment on fait pour l'acheter? Le livre est disponible chez Amazon. D'accord. Amazon, vous tapez seulement Akanta, vous tapez le nom Akanta. Oui. Et Amazon, c'est fourni partout. Et aussi à la FNAC. Actuellement, en fait, j'aimerais que ça soit aussi implémenté au Cameroun, mais j'ai un peu de mal à trouver des personnes pour que je ne veux pas seulement que ça soit lu ici en France ou en Europe, je veux aussi que ça soit lu surtout au Cameroun aussi en Afrique pour aider les Africains, les Camerounais. Et pour moi, c'est très, très capital, quoi. Et je réfléchis justement comment je pourrais permettre la vente de ces livres en Afrique, quoi, au Cameroun. D'accord. Je pense qu'on en reparlera parce que j'ai des contacts intéressants pour toi qui pourront te faciliter cette tâche-là. On en reparlera juste après le Zoom ou alors demain. Voilà. Vous l'aurez compris, son livre est disponible sur Amazon sous le nom Akanta. Est-ce que tu peux copier le lien d'Amazon là? Tu viens le mettre dans le chat ici à Zoom. Voilà. Oui. Avec ton téléphone, tu peux le faire, non? Oui, comme ça, les gens pourront directement avoir accès au livre. Et demain encore, je ferai une autre publication où je vais épingler tout de même le lien de ton livre. Voilà. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui nous suivent, que ce soit à Facebook ou ici à Zoom, nous avons comme invité Brice, qui nous parle vraiment à cœur ouvert de ses déboires, qui nous parle
des situations douloureuses qu'il a vécues ici en Allemagne. Il est passé par l'exmatriculation, la dépression, il s'est retrouvé à la rue et ça l'a beaucoup affecté au point où il avait des troubles psychologiques et il s'est retrouvé dans un centre de psychiatrie en France où il a passé 10 ans de sa vie. Et par la grâce de Dieu, il a pu se relever. Il a beaucoup écouté sa famille qui lui ont prodigué des conseils et qui lui ont conseillé effectivement d'écrire le livre Akanta, lequel livre a été une véritable thérapie pour lui parce que le fait de pouvoir mettre des mots sur des papiers l'a beaucoup aidé à se remettre sur pied. Et aujourd'hui, il est là devant nous, il nous parle sans langue de bois de cette expérience-là. Voilà. Et comme autre stratégie qu'il a eu à implémenter, qu'il implémente même d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il est bénévole, à Paris. Il aide beaucoup de personnes et cela lui permet d'être également épanoui, de se divertir. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Brice, avant que nous ouvrons les sessions questions. Bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en dehors du bénévolat? Est-ce que tu as pensé à reprendre tes études plus tard ou tu veux faire une formation? Quelle est la suite pour toi? Ça me revient, il y a encore une vision que j'ai eue. Aussi, c'est une Oui. vision, aussi, c'est un rêve. Et on m'a fait comprendre que non, c'était pas une vision. Oui, si. Quand on viendra me dire l'entreprise que je vais choisir, quoi. Wow, OK. Donc, je pense que actuellement, je ne sais pas trop, mais je réfléchis encore beaucoup sur ça. Je pense que le livre, ça me prend du temps, ça m'occupe d'aller faire la publicité. Ça me fait plaisir de faire un peu, de parler de mon exploit, enfin, de mon expérience, du Oui. livre. Et je trouve ça bien et j'aimerais plus mettre le temps dessus, quoi. Ah, OK. Donc, pour la suite, tu verras, mais pour le moment, tu te consacres vraiment disons, tu es écrivain, voilà, c'est aussi un métier, il faut le préciser. Voilà, tu te consacres pour le moment à ton métier vraiment d'écrivain et le fait que cela t'aide même d'abord à te sentir bien, c'est déjà un plus. Parce que si tu n'as pas la santé mentale, tu ne pourras même pas envisager le lendemain, tu ne pourras même pas réfléchir à tes projets futurs. Voilà. Merci vraiment pour cette expérience-là. Merci de partager cela avec nous. Et il a épinglé là dans le chat à Zoom le lien de son livre et vous pourrez le commander sur Amazon où il parle à cœur ouvert vraiment de toute cette période-là. Comment est-ce que tout cela s'est déroulé en... Je vais faire entrer quelqu'un. Comment est-ce qu'il a eu à vivre toute cette étape-là et effectivement, comment est-ce qu'il a fait pour se relever? Commander son livre pour en savoir davantage. Je pense là maintenant, on va prendre les questions puisque dans 15 minutes, je pense que le live prendra fin. Je vais remonter d'abord les questions là de Zoom avant d'aller à Facebook. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions. Si vous voulez également intervenir, levez la main. Je vais vous donner la parole. Je prends une question là. Voilà, s'il te plaît, quels sont ses rapports aujourd'hui avec les frères de son père? Brice, tu es là? Je pense qu'il va falloir qu'on réponde un peu rapidement aux questions pour que le temps ne tienne pas à la gorge. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec les frères de ton père? C'est pas bon, c'est pas bon. D'accord. Je pense que la question de Wilka a été répondue. Les rapports aujourd'hui avec tes oncles ne sont pas bons du tout. Oui. As-tu des frères et sœurs? Qu'est-ce qu'ils ont dit à ton sujet? Je pense que c'est ce qu'ils voulaient dire. Ce n'est que ton papa qui avait la parole. Voilà. Comment? Je n'ai pas suivi. As-tu des frères et sœurs? Qu'est-ce qu'ils ont dit à ton sujet? À ce sujet, du moins à ce que tu traversais. Mes sœurs m'ont beaucoup soutenu. D'accord. Elles avaient aussi des problèmes. Et il y a la dernière petite sœur qui est allée au village et qui a pris un poussin et qui a lancé en l'air pour m'apporter la bénédiction, quoi.
Ah, d'accord. Donc, elles ont été un très grand soutien pour toi. Oui. Super. On passe à une autre question. 2013 à 2021, un moins de 10 ans. Ah oui, puisque tu as dit que tu es sorti du centre psychiatrique en 2021. Oui, ça fait moins de 10 ans, oui. Ah, ok. Ça veut dire que Mais ça fait moins de 10 ans dans le centre psychiatrique alors? Ou alors tu ne te rappelles plus? ça a commencé, je crois, en 2012. Oui. Ça a commencé en 2012. Quand je me suis mis à avoir du brouillard, à avoir du brouillard. Oui, ça fait 9 Ah. ans. Oui. Ok, d'accord. Donc, c'était moins de 10 ans. Voilà. Oui. Ok. Une autre question. Pourquoi ta maman n'a pas tout fait pour que tu ailles te ressourcer au pays? Ça aurait beaucoup pu t'aider. Elle Qu'est-ce voulait. que tu réponds? Attends. Euh, Elle voulait, mais c'est le papa qui prenait les décisions, quoi. Ah, d'accord. Oui. Euh, Elle a tout fait, sauf qu'elle voulait qu'il ait les papiers pour pouvoir revenir. Voilà. Aline, c'est ta sœur Aline. Aline, C'est ta sœur? peut-être, peut-être. Sûrement parce qu'elle répond à d'autres questions. Donc, je suppose qu'elle doit être parentée à toi pour répondre aux questions qui étaient destinées. Oui, Voilà. Aline. Oui, Bon, je vois là juste Aline. Voilà. oui, d'accord. OK. Je pense que la question a été répondue. C'est Caline. Vraiment, félicitations à Brice pour ce courage que tu as pour parler aujourd'hui. C'est Ismaël qui te félicite. Merci à Ismaël d'être là dans ce Zoom avec nous. Merci vraiment de participer. Merci pour tes questions. Aujourd'hui, es-tu en contact avec les membres de ta famille qui sont en Europe ou alors pas du tout? Il y a toujours ce problème de... C'est difficile parce qu'il y a ce problème que j'ai avant, aujourd'hui, là, dès cet instant. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, d'accord. Oui. Oui. Vous n'avez pas de bon rapport. D'accord, Oui. je comprends. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Pour tous ceux qui ont des questions, que vous soyez à Facebook ou ici à Zoom, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Ou bien vous pouvez activer également votre micro. Si vous ne savez pas comment lève la main, c'est le moment de poser des questions. Ou bien si vous voulez apporter des ajouts par rapport à ce qu'il est en train de dire. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, d'abord, présente-toi, s'il te plaît. Présente-toi. Oui, moi, c'est Wilka. Oui. Oui, je suis aussi en Allemagne, quoi. D'accord. Bienvenue, oui. Wilka. Tout à fait. Bienvenue. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. En D'accord. fait, nous t'écoutons. En fait, mon souci, c'est quelle est d'abord ta relation jusqu'à présent avec le Seigneur? Et de deux, n'as-tu pas peut-être pensé que c'est un truc que on t'a peut-être lancé, un truc du genre, ça peut peut-être venir de ta famille? T'as pas peut-être eu à penser à ça? Si j'ai le droit de poser cette question, s'il te plaît. Oui, oui. Je sais très bien que je crois en Dieu. Moi, je crois très bien en Dieu. Je sais que c'est lui qui a créé l'univers, qui a créé le soleil. Et je pense qu'on a dû m'avoir lancé ça, quoi. Tu as bien dit le mot lancer, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et si tu penses qu'on l'a fait, qu'est-ce que tu fais donc par rapport à ça, quoi? C'est-à-dire, afin que cela ne soit plus peut-être ton partage, quoi. Oui, tu sais, moi, quand j'ai entendu les voix pour la première fois, j'ai eu honte. J'ai eu vraiment très honte. Donc, quelque part, je ne lutte pas contre le fait qu'on m'a lancé quelque chose, mais je lutte contre la sensation d'avoir honte. Et c'est ça, et je pense que c'est bien parce que tout le monde sur cette terre, moi je pense que tout le monde sur cette terre est victime aussi quelque part d'un peu de sorcellerie, quoi, ou il est attaqué mystiquement. Mais c'est la manière dont on gère, la manière dont chaque personne gère ça qui fait la différence. Or, j'avais réfléchi et je me suis dit que cette sensation d'avoir peur, d'avoir honte, ce n'est pas bien.
ça rabaisse les vibrations. Et tant que la vibration elle est basse, ça veut dire que la sorcellerie aime les basses vibrations, quoi. Et c'est pour ça que j'essaie d'élever ma vibration en évitant d'avoir peur. Ça, j'ai aussi lu ça, en évitant d'avoir peur ni avoir honte. Ça, j'ai lu ça quelque part. Et c'est pour ça que je lutte beaucoup contre le fait de ne pas avoir honte, quoi. D'accepter qui je suis. Et même si j'entends les voix, par exemple, je me dis qu'il y a des gens aussi, quelque part, qui ont des maladies incurables, qui les arrivent tout d'un coup. Les gens qui ont, par exemple, des cancers, je ne saute pas, mais les gens qui ont du sida, ça les tape tout d'un coup le diagnostic. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se battre, quoi. La vie change du jour au quotidien. Donc, c'est ce que je me dis, je ne dois pas avoir honte. Et c'est ça qui chez moi, je mets plus l'accent sur ça que de chercher à essayer de résoudre ce problème de sorcellerie. Et je pense que c'est le bon moyen d'élever la vibration. D'accord. Est-ce que ta question a été répondue, Wilka? Bon, je ne sais plus s'il est là. On va prendre une autre question alors. Voilà, on va prendre une autre question. Depuis tout ce temps, as-tu pu discuter avec ton papa? J'ai discuté avec lui. Je suis allé le voir parce qu'on avait des différends. Je suis allé le voir une fois. J'ai désobéi à la maman. La maman m'avait interdit d'aller le voir parce qu'effectivement, elle nous a mis dehors. Mais je suis retourné le voir pour Ah, il essayer. vous a mis dehors, votre papa? Oui, Ah, quand d'accord. je vivais avec la maman, il nous a mis dehors en disant qu'il faut qu'on paye le loyer. Bon, ça ne m'a pas plu, ça n'a pas plu à la maman. J'ai fait 5 ans, 6 ans sans avoir de ses nouvelles. Je suis quand même retourné à le voir pour dire que bon, il faut essayer de voir les choses. Et dès que je suis arrivé, il m'a encore amené chez un marabout. Il m'a amené chez le marabout, me disant qu'effectivement, je n'ai pas les papiers parce que j'ai eu du mal à trouver le titre de séjour dû à ma maladie. Je n'ai pas eu le temps de renouveler. Et ça ne m'a pas plu, quoi, parce que je me disais qu'il devait m'aider, mais il m'a amené chez le marabout. Le marabout a sorti les poudres, me disant de boire cette boisson. Ok, je vois un peu, je vois. Et est-ce qu'à ce jour, tu lui as pardonné? C'est la question de Cabrel. Est-ce que tu lui as pardonné? Est-ce que tu ne penses pas qu'une partie de ta guérison viendra de ce pardon? Il est pardonné. Ah, ok, Il est pardonné. d'accord. Oui. Mais juste que je dis, vos rapports ne sont pas bons du tout. Ah oui, je préfère le pardonner comme ça que d'aller toujours avoir des coups bizarres avec lui. Mais dans mon âme et conscience, j'ai pardonné, quoi. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, c'est déjà, pardonner, c'est un processus de guérison. Ça t'empêche de toujours penser à cela et d'avoir mal au fait. Tu Oui, vois? oui. Effectivement. Il y a Flora qui dit félicitations, Brice, bravo pour ton courage, que Dieu t'assiste. Lui qui a commencé une bonne œuvre en toi, qu'il l'amène à la perfection, fais confiance à Dieu totalement. Voilà, c'est de Flora. Merci, je la connais, elle travaille avec nous. Ah, d'accord. Ah, Il y oui. a Ismaël, je pense qu'il te faut te réconcilier avec ta famille, tes cousins, tes oncles, car le pardon est la clé. OK, tout dépendra de lui. Et comment luttes-tu concrètement contre cette peur? Est-ce par la prière, puisque tu dis être chrétien, ou juste par l'écriture du livre et tes actions bénévoles? Ça, c'est la question de Karinov. Bien que, voilà, merci Karine d'être là. Merci pour ta question. Tu peux répondre, Brice? Pas tous les trois. Parce que je suis chrétien, l'écriture du livre et les actions de bénévolat. Ah, Donc, d'accord, super. Voilà, donc c'est un 3 en 1 au fait. voilà, exactement. Voilà, good. Euh, je pense qu'on va prendre les questions de Facebook également parce qu'il y a beaucoup de questions là-bas. On va prendre maintenant les questions de Facebook avant de revenir sur d'autres questions qui sont ici à Zoom. Merci déjà à tous ceux qui me suivent à Facebook. S'il vous plaît, likez et partagez le live. Il y a Temgwa qui dit, je peux donner le contact d'un ami. Quel contact, Monsieur Temgwa? Est-ce que tu peux être un peu plus clair? Merci. Bon, j'essaye de voir les questions. Il y a les questions du gars de Monchola. Comment se manifestaient réellement les attaques mystiques? Comment as-tu mis fin à ces attaques mystiques? Voilà. Tu as compris la question? Je sais comment j'ai mis fin à ces attaques mystiques. Ouais, ouais. Ouais.
C'est vrai que tu as déjà expliqué, mais comme il est venu en retard, est-ce que tu peux juste dire ça en quelques mots là? Comment cela se manifestait? Les attaques mystiques se manifestaient. Bon, Robert m'a expliqué que c'est forcément pas les attaques mystiques, mais pour moi, je trouve que après la maman aussi m'a dit que c'est pas bien le fait que je mangeais la viande la nuit et que je me réveillais brusquement au moment d'avaler. Du fait que j'entends les voix, je vois du brouillard. Tout d'un coup, tout devient brou, tout devient flou. Tout ce qui est blanc devient presque noir devant mes yeux. Et comment j'ai fait pour m'en sortir? C'était la prière, toujours les actions de bénévolat, toujours l'écriture du livre, avoir une positivité, rester positif, et essayer de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de croire en moi. Et voilà quoi, ça, je lutte intérieurement contre ces forces-là, quoi. Et je crois beaucoup en Dieu aussi, en ce qu'il fait. D'accord. OK, je pense que la question du cas de Moncho a été répondue. S'il y a d'autres questions là à Facebook, pour le moment, je ne vois plus de questions. Si vous avez des questions, posez des questions. Si vous voulez intervenir directement dans le Zoom, il y a le lien là que j'ai épinglé dans les commentaires à Facebook. Et ici également, activez votre micro si vous avez une question à poser ou alors levez la main. Bon, je regarde s'il y a encore une ou deux questions. Aujourd'hui, est-ce que tu en veux à ton papa? La question a déjà été répondue. Tu lui as pardonné, tu es passé à autre chose. C'est ça, non, Brice? Bien sûr, bien sûr. Je suis passé. Effectivement. Oui, Voilà, c'était pour répondre à Ismaël. oui. Coucou à Victor, coucou à Achille. C'était Bon, ma c'est petite pas... sœur. Ah, d'accord, Caroline, ta sœur. D'accord. Oui. Bonsoir à toi, Caroline, et merci. Coucou, coucou. Bisous, bisous. Voilà, bonsoir à toi, Caroline, et merci d'être là. Il y a un gros Marguerite qui dit, Brice, je confirme ce soir via ce live que tu as une grande destinée. Félicitations et je ne doute plus je ne doute plus de ta réussite. Je suis fière de toi. C'est Ngo Marguerite qui le dit. Oui, merci, merci Marguerite, merci. Voilà. Merci, merci, merci. Merci vraiment à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui viennent d'arriver parce qu'il y a de plus en plus des personnes qui sont dans le Zoom là. Merci, merci. Bon, il y a une autre question d'Ismaël. Est-ce que tu es prêt à recevoir tes cousins et les recevoir? Bon, est-ce que tu es prêt à recevoir tes cousins? Bon, tu as dit que tes rapports avec eux n'étaient plus vraiment ça, au fait. Donc, Oui, je suppose que chacun est dans son coin. oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Merci vraiment à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Nous sommes au Regain Talk et c'est aujourd'hui le 3e épisode avec notre invité Brice qui nous a parlé vraiment d'une étape de son parcours ici en Allemagne qui fut parsemé de nombreux échecs. Il est passé par dépression, l'exmatriculation, il s'est retrouvé dans la rue où il dormait carrément à même le sol. Et par la suite, il était interné dans un centre psychiatrique en France où il a passé de nombreuses années. Donc, c'était un moment très difficile, mais il a pu se relever et l'écriture de son livre a été pour lui une très grande thérapie. Aujourd'hui, grâce aux actions bénévoles qu'il mène, il parvient à s'épanouir et il se consacre davantage à son à son métier d'écrivain, ouais, effectivement. Et il a mis là le lien en commentaire, le lien dans le chat de son livre qui est disponible sur Amazon pour tous ceux qui aimeraient en savoir davantage sur son parcours, comment ça s'est déroulé, par quoi est-ce qu'il est passé, puisqu'en 1h30, on ne peut pas malheureusement égrener tout le chapelet de son parcours. Donc, c'était une sorte de résumé pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou bien pour ceux qui sont venus un peu en retard. Mais sinon, le live, il sera disponible sur ma chaîne YouTube et même sur mon compte Facebook. Vous pourriez le regarder en replay. Merci encore à tous ceux qui sont là. Et pour participer au Regain Talk, c'est très simple. Contactez-moi si vous avez une expérience, si vous êtes passé par des moments difficiles, si dans votre activité même vous rencontrez des difficultés, contactez-moi afin que nous puissions organiser voilà, un Regain Talk afin que vous puissiez venir librement nous parler et nous édifier. Brice, vraiment, merci encore pour ton courage. Merci vraiment
merci parce que tu as ce courage de t'ouvrir aussi facilement, de parler d'un sujet aussi délicat, parce que cela permet de comprendre que c'est un problème auquel on fait face, parce qu'il y a de nombreuses personnes ici en Allemagne que je connais même, qui sont passées également par ça et qui n'ont pas pu se relever, voilà, et qui ont même été rapatriés. Certains vraiment n'ont même pas pu survivre. Donc, merci vraiment. Toi qui es dans le processus de guérison, tu en parles déjà et à travers ton livre qui, je sais, va aider de nombreuses personnes. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Brice, je te passe la parole pour ton mot de fin afin de clôturer l'émission. Merci encore. Active ton micro. D'accord, d'accord. Ça active. Attends. Non, là, c'est bon maintenant, on t'écoute, on t'écoute. Je remercie tout le monde, les dames et les messieurs qui se sont connectés ce soir, qui ont pris du temps pour m'écouter. J'ai appris qu'il y a eu un match même. Vous avez laissé le match pour m'écouter. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup la maison d'édition qui m'a aidé à écrire le livre. Voilà, le livre, c'est ça, à Kanta, l'édition Véron. Je remercie beaucoup cette maison d'édition. Je remercie mes sœurs, Ali, Linda et Babine qui sont connectées. Je remercie tout le monde. Flora, je remercie Bachiro, je remercie Marguerite, Ismaël. Je vous remercie aussi Cédric. Et je vous remercie vraiment d'avoir été la Cabrel, Parel et Tonfon Goufak. Je vous remercie vraiment, vraiment d'avoir pris du temps pour être avec moi. Ninette, Kaline, merci beaucoup, merci. Merci. Voilà. C'est nous qui te remercions vraiment parce que sans toi, on ne serait pas là dans cette émission. Il t'a fallu vraiment beaucoup de courage pour vraiment t'exprimer, pour écrire ce livre et nous te remercions. Et, je dirais que ton parcours en Allemagne est un peu similaire au mien puisque tu as dit avoir été exmatriculé d'université, ce qui fut également mon cas. J'ai été également exmatriculée lorsque j'étais, je pense, c'était en 2014, voilà, lorsque j'étais uniquement au 3e semestre. Donc, je te comprends très bien. Je comprends ce par quoi tu as pu un peu passer, la dépression. Dieu merci, chez moi, ça n'a pas empiré. Je ne suis pas arrivée au niveau où j'avais des troubles psychiatriques. Grâce à Dieu, j'ai pu me relever, recommencer mes études et finir. Comme vous dites, quoi, c'est possible malgré une exmatriculation, malgré les moments difficiles que l'on passe ici, c'est possible de se relever. Et c'est même l'origine de ce Regain Talk, c'est l'origine du concept. C'est-à-dire, c'est grâce à ces échecs-là que j'ai eus que je me suis dit, il est important que dans la communauté, nous parlions de ça sans langue de bois. Il y a de nombreux cas comme ça ici en Allemagne, des personnes qui ne savent même pas vers qui se confier. Voilà. Avec des plateformes pareilles, on pourra inviter tout un chacun afin que on puisse parler librement de ces difficultés-là et de permettre à d'autres personnes qui passent par les mêmes difficultés de savoir comment faire. Dans mon livre, comme je l'ai dit, qui va paraître à la fin de cette semaine, je parle de mon expérience, je parle de cette période-là où j'ai sombré, où je suis passée par la dépression, les envies suicidaires, et je dis également, je donne également les stratégies que j'ai implémentées pour pouvoir recommencer à zéro. Parce qu'il faut le dire, j'ai connu l'échec pour la toute première fois. Tout mon parcours, je pourrais dire exemplaire. De la style jusqu'en classe terminale, je n'avais jamais échoué. Et du jour au lendemain, lorsque je recommence mes études en Allemagne, voilà, je suis exmatriculée. Donc, je vous dis déjà, si vous n'êtes pas encore abonné à tous mes réseaux sociaux, faites-le. Soyez abonnés parce que ce samedi, je vais vous faire découvrir ce livre. Voilà, qui, je crois, vraiment va impacter beaucoup de personnes et qui va permettre à tous ceux qui passent par les mêmes difficultés que moi de savoir qu'il est possible de se relever et de réussir. Merci vraiment encore à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui ont participé à ce Regain Talk. Merci vraiment encore à toi, Brice, mon invité. Merci pour ce magnifique livre que tu as écrit, parce que je suis contente quand je vois que dans la communauté, il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent des livres qui vont impacter toute une génération. C'est très important. Merci. Nous venons, le live, si déjà à sa fin. Pour ceux qui sont venus en retard, il y aura la possibilité de regarder le live à YouTube sur ma chaîne Robert Wamba.
Et je vous dis déjà que ce dimanche, on aura un autre invité qui va nous parler d'un thème, je peux dire, qui est un peu similaire, au tien, Brice, je dirais, voilà, qui va parler, il va nous parler également de l'exmatriculation dont elle a été victime. Vous comprenez donc qu'au fur et à mesure, les langues se délient et les gens ont beaucoup plus le courage d'en parler librement. Donc, dimanche également, on aura un invité de qualité qui nous parlera de son parcours et de comment est-ce qu'elle a pu faire pour se réorienter, recommencer à zéro et également réussir. Dès demain, vous aurez le flyer et je vous invite déjà à, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux pour ne rien rater parce que les semaines à venir, nous avons déjà de nombreux invités avec des thèmes vraiment assez différents. Merci à tous ceux qui me suivent depuis Facebook. Merci à vous tous qui êtes là ici à Zoom. Merci d'avoir été là. On va se dire à ce dimanche pour le prochain Regain Talk. Dès demain, vous aurez déjà la date, l'heure. C'est déjà dimanche, je l'ai dit, vous aurez l'heure exacte et le thème. Et vous allez découvrir notre invité. Merci à vous tous qui êtes là. Si vous voulez participer au Regain Talk, contactez-moi. Nous allons organiser un rendez-vous. D'ici à là, on se dit, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que l'échec est juste une étape sur le parcours du succès. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles par lesquels vous passez, il est possible de se relever et de rebondir. Merci à vous tous d'avoir été là. Je vais arrêter le live.